Je lui demandais incidemment, puisque nous nous sommes croisés quelques fois, qu'est-ce que c'était que ce doctorat en biologie à côté d'infirmière. Elle m'a dit, mais j'ai commencé par ça, mais bien vite, je vous ai rejoint. Donc c'est une transfuge. Et donc, mais néanmoins, vous allez comprendre comment elle a réuni tout ça. Ouais, c'est vrai. Au sein de cette recherche. Alors, je lis SIAC, programme intégratif court, entre parenthèses, ACT-DBT, donc déjà là, je perds pied, de prise en soin du trouble de personnalité borderline. Donc après, ça va mieux. À vous, Véronique. Merci. On m'entend là, c'est bon? Non. Faut que je me mette très proche alors. Ouais. Ok, je vais essayer de rester là, vous me faites signe si on n'entend pas. Donc du coup, je travaille à Montpellier, comme ça vient d'être dit, dans le service du professeur Courtet, au CHU de Montpellier, dans une filière de soins et de recherche. On a pas mal de projets de recherche médicaux, mais aussi paramédicaux, et donc spécialisés autour du trouble borderline, sous la coordination du docteur Ducasse, qui est à droite sur la photo. Et du coup, je viens vous parler d'un PHRIP qu'on a appelé Diabolo, qui a pour but de comparer en fait deux thérapies, s'adressant toutes les deux aux troubles de personnalité borderline. Donc la première qui est une thérapie en 6 mois, innovante et intégrative, qu'on a mis en place sur Montpellier. Et la deuxième, c'est donc ce qu'on appelait DBT tout à l'heure, mais qui s'appelle TCD en français, qui est la thérapie comportementale dialectique en 1 an, qui a été créée par Marshall Linehan, je vous en parlerai un peu tout à l'heure, mais qui du coup est assez lourde à mettre en place, parce que ça demande beaucoup de soignants, ça dure 1 an. Donc en fait, l'idée du PHRIP, c'est de comparer l'efficacité à la fois économique, mais aussi en termes de résultats de qualité de vie auprès des patients, de manière à pouvoir diffuser plus ce programme si finalement l'efficacité en 6 mois pouvait être avérée du coup dans le cadre du PHRIP. Et donc je vais vous expliquer pourquoi on a espoir qu'en 6 mois, on puisse avoir au moins les mêmes résultats. Donc ça, je vais vous le dire un peu plus tard. Alors du coup, il faut juste que je me familiarise avec ça. Du coup, ça n'a pas accès là. Bon, j'espère que je ne vais pas devoir reculer à chaque fois que j'appuie. Donc en fait, le trouble borderline représente 5% de la population. Donc c'est quand même assez important en termes de quantité de patients. Et 20% des hospitalisations en psychiatrie. Pourquoi? On va détailler un petit peu le trouble borderline ensemble tout à l'heure. Parce qu'en fait, ce sont des patientes qui mettent très souvent leur vie en danger et donc nécessitent de nombreuses hospitalisations. Et en plus de ça, la souffrance est très importante chez elles, ce qui fait qu'elles ont une recherche de soins et de soignants multiples auxquels elles s'accrochent beaucoup. Donc c'est quand même des coûts aussi très importants et on a du mal à les stabiliser dans le temps. Du coup, on voit en plus que le trouble de personnalité borderline est associé à de nombreux comportements suicidaires, puisque 85% des patients souffrant de ce trouble vont faire des tentatives de suicide, dont 10% qui vont en décéder, ce qui représente du coup 50 fois plus de décès par suicide que la population générale. Et ça va donc être l'objectif principal de ce PHRIP, de voir si, au niveau thérapeutique, on peut, sur une thérapie plus courte, mais on va voir pourquoi on a espoir que ça puisse fonctionner, finalement avoir la même efficacité de prévention des conduites suicidaires et aussi parasuicidaires qui sont du coup les scarifications qui sont très présentes chez ces patientes. C'est une prise en soins qui résiste beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a des équipes qui sont peu formées sur ce trouble-là, qui est un trouble de la personnalité. Du coup, au niveau médicamenteux, on n'a pas toujours une efficacité satisfaisante. Et on a des patientes qui, souvent, en action-réaction, très impulsives, vont clasher avec les équipes et vont les mettre en difficulté. Avec, en plus, souvent des menaces de passage à l'acte suicidaire qui sont compliquées à gérer pour les équipes. Donc, c'est vrai qu'en France, on a du mal à soigner ces patients de manière efficace et stable. Et on a du coup, pas ou peu de centres spécialisés du fait de la lourdeur organisationnelle et institutionnelle que ça demande. Je vais venir en arrière à chaque fois. Du coup, je vous présente en premier la TCD, donc ça c'est la DBT de tout à l'heure, qui est la thérapie comportementale dialectique, qui est la thérapie reconnue comme la plus efficace à ce jour pour traiter le trouble de personnalité borderline. Alors, quelques mots, à gauche, en rouge, vous allez voir les symptômes majeurs du trouble de personnalité borderline. C'est quoi? C'est un trouble de l'identité et un sentiment de vide. Donc ces patients ou patientes, je vais de temps en temps, vous allez voir, parler plutôt au féminin parce que cette étude s'adresse qu'à des patientes. Si vous voulez, on pourra faire une question là-dessus. Je n'ai pas prévu d'en parler, mais on peut en parler.
Dans nos groupes, on n'aura que des patientes. On a choisi de ne pas faire des groupes mixtes. Donc, de temps en temps, par abus de langage, je vais parler au féminin. Et donc, en fait, ce sont des patients qui expriment beaucoup un sentiment de vide. C'est quoi le sentiment de vide? C'est une impression d'être isolé, séparé du reste du monde, un fort sentiment de solitude, d'insatisfaction, de manque. Et comme elles ressentent ça peut-être encore plus que les autres êtres vivants, parce que c'est un sentiment que chacun d'entre vous doit pouvoir connaître, mais là, c'est tellement développé chez elles qu'elles vont saisir finalement des éléments extérieurs, dont les relations la plupart du temps, et elles vont chercher finalement à combler ce vide par une relation fusionnelle souvent, qui va pendant un temps, tant qu'elles sont au contact de cette relation d'une certaine manière, apaiser ce sentiment de vide. Et du coup, en fait, pourquoi on parle de troubles de l'identité? Parce que du coup, ça les amène dans les relations à beaucoup répondre à l'attente de l'autre de manière à ne pas être abandonnées, parce que c'est aussi associé à une peur de l'abandon. Donc du coup, finalement, en fonction de la relation qu'elles ont du moment, on ne trouve pas les mêmes finalement comportements. Donc l'idée du comportement là, c'est de coller à l'attente de l'autre pour ne pas être abandonnées. Et donc, elles ne savent plus au bout d'un moment très bien qui elles sont. On voit qu'il y a beaucoup de labilité émotionnelle qui s'explique par la même chose que ce que je viens de vous dire. Comme il y a un fort sentiment de vide, elles attendent du coup que l'extérieur vienne combler ce vide. Alors ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être quoi que ce soit finalement. Et le problème, c'est que dès qu'elles se rendent compte que ce truc extérieur, cet objet ne remplit plus cette fonction pour elles, en fait, elles s'en rendront compte à chaque fois, puisque le vide, c'est quelque chose, une expérience intérieure, et les relations étant quelque chose d'extérieur, ce sera forcément changeant et insatisfaisant à un moment. Et au moment où ça devient insatisfaisant, en fait, ça vient générer une tension émotionnelle très forte. Ça veut dire, si je fais un lien un peu rapide, qu'ils ont beaucoup d'attentes de l'extérieur, finalement, qu'ils se présentent d'une certaine manière. Parce que quand c'est de cette manière-là, elles ne ressentent pas leur vide. Si elles sont aimées d'une certaine manière, suffisamment attentionnées, présence assez forte, finalement, à ce moment-là, elles ne vont pas sentir le vide. Donc, dès qu'elles sentent que l'autre risque de s'éloigner, paf, cette peur du vide apparaît. Et là, ça génère des émotions, de la peur, de la tristesse, de la colère, etc. D'où une labilité émotionnelle forte. Et quand on est dans une tension émotionnelle forte, on arrive très facilement, finalement, à agir impulsivement, ce qui peut mettre à mal les relations. Donc pendant 6 mois, la relation, elle est extraordinaire, elle vient combler ce vide, et puis au bout d'un moment, ça ne se passe plus comme on aimerait, l'autre est un peu moins présent, et là, à ce moment-là, on va passer à une dévalorisation complète de la personne en face avec une rupture relationnelle. Donc ça donne vraiment des relations très chaotiques dans leur vie, alors que c'est le truc le plus important pour elles. Donc c'est très très douloureux, et ça explique qu'il y ait beaucoup de comportements impulsifs, prise de toxiques pour échapper à ces sensations-là désagréables, voire de la détresse, des scarifications qui n'ont pas pour but de mourir, ça c'est très important de le dire, mais juste de diminuer une tension émotionnelle insupportable, la plupart du temps en lien avec une relation qui se passe mal selon elle, et des comportements suicidaires. Après, on a de multiples comportements à risque, sexuels, achats compulsifs, plein de choses qui mettent à mal, des ruptures aussi dans des contrats. Donc c'est vraiment une vie en fait faite de haut et de bas, très intense, avec beaucoup de souffrance. Et on voit que beaucoup de comportements du coup qu'elles mettent en place n'ont plus pour but de s'engager en direction d'une vie pleine de sens, mais en fait juste d'échapper à toutes ces sensations insupportables émotionnelles. Et ça devient le guide de leur vie. Donc du coup, il y a encore un dernier symptôme qui n'est pas décrit là, qui est la dissociation. Mais du coup, la dissociation, c'est le fait à des moments d'échapper finalement, de décrocher de cette présence ici qui fait si mal dans des moments de stress intense. Et donc la réponse à la dissociation, c'est la méditation de pleine conscience, être pleinement présent ici et maintenant avec les 5 sens pour se ramener. Donc vous voyez que la TCD finalement a, on pourrait dire 4, même si je les ai rassemblés en 3, 4 gros volets de compétences qui sont la pleine conscience afin de mieux réguler les émotions, un module d'efficacité interpersonnelle qui a pour but de mieux pouvoir exprimer les difficultés, ses besoins, et un module de tolérance à la détresse. Et je vais vous expliquer ce qu'on a changé par rapport à la TCD dans le programme sur Montpellier. Donc la TCD, je continue, c'est en fait une thérapie sur 1 an, c'est ce que je vous disais, avec des groupes de 2 heures par semaine, donc une thérapie de groupe. En général, il y a une dizaine de patientes par groupe, que ce soit à Montpellier ou dans les autres centres qui font de la TCD. Donc 2 heures par semaine de thérapie de groupe, un entretien individuel par semaine avec un thérapeute, toujours le même le long de la thérapie, toutes les semaines aussi pendant 1 an. Une permanence téléphonique, donc ça c'est dans la TCD classique, 5 jours sur 7 de 9h à 18h. Les patientes peuvent appeler n'importe quand pour parler de leurs difficultés, des difficultés à mettre en place la thérapie. Et
une supervision d'équipe hebdomadaire, c'est-à-dire que 2 heures par semaine, les équipes se réunissent pour parler des patients et trouver des stratégies efficaces donc de prise en soin. Cette thérapie, je vous l'ai dit rapidement, a été créée par Marsha Linehan, qui est à gauche sur cette diapo. Et en fait, Marsha Linehan, c'est une psychologue qui est devenue après professeure en psychologie et en fait qui, au début, appliquait les thérapies comportementales, cognitives et comportementales classiques avec ses patients. Et puis se rendait compte qu'il y avait certaines limites à ces thérapies-là. Donc c'était quand même des thérapies TCC de 3e génération, puisqu'il y avait quand même la mindfulness. Mais elle se rendait compte qu'il y avait un truc qui ne suffisait pas. Et elle a avoué, quelques années plus tard, qu'en fait, elle souffrait elle-même d'un trouble de personnalité borderline. Donc en gros, elle a été son propre cobaye pour mettre en place sa thérapie. Ça a été dit plus tard. Et donc c'est comme ça, en fait, qu'elle a rajouté notamment le module de tolérance à la détresse, qui n'existe pas ailleurs, qui est le fait que quand la tension émotionnelle elle est extrême, en fait, on se sent en détresse et à ce moment-là, c'est super difficile d'accéder à des procédures thérapeutiques. En fait, on veut juste que ça finisse et il n'y a pas grand-chose d'autre qui compte. Donc, notamment ça, elle l'a rajouté. Alors, sur Montpellier, en fait, on est parti de la TCD. D'ailleurs, on a fait 1 ou 2 groupes de TCD purs au début. Et puis, on l'a fait évoluer. Pourquoi ? Parce qu'on avait à côté de la TCD des groupes de thérapie ACT qu'on avait mis en place. Et la thérapie ACT a une force qu'on ne retrouvait pas dans la TCD, qui est de vraiment prendre en compte le sens de la vie. Vivre une vie signifiante, et ça, c'est une grosse protection contre le suicide. Si je sais pourquoi je me lève le matin, que j'ai une utilité, que je me sens utile, quelque part, il y a moins de risques que je passe à l'acte. Et donc, on s'est dit, on va potentialiser la TCD en rajoutant des éléments de thérapie ACT. Donc, très rapidement, la thérapie ACT, c'est quoi ? C'est la possibilité de percevoir qu'on n'est qu'un contexte, un terrain sur lequel des émotions arrivent, mais repartent aussi. Le problème, c'est que quand on est dans une tension émotionnelle, chacun d'entre vous peut le savoir, ça prend toute la place, en fait. On n'a pas vraiment conscience à ce moment-là que dans 3 heures, en fait, on ne sera plus dans le même état. Et d'ailleurs, des fois, on est encore dans le même état parce qu'on lutte tellement contre ça que finalement, on continue à le nourrir et du coup, on gère tant bien que mal, mais après, on va rajouter des émotions secondaires là-dessus. Et du coup, c'est une lutte permanente parce qu'on se confond à l'expérience. Et dans la thérapie ACT, en fait, on aide les patients à trouver une posture d'observateur. Ça veut dire que je peux observer ce que l'émotion me fait. Je peux observer quelles sont les pensées qui m'amènent à ressentir cette émotion. Et je ne suis plus complètement confondue, collée à ça. Et ça, c'est vraiment la puissance de la thérapie ACT. On peut appeler ça le soi observateur. Cette capacité qu'on a, que notre conscience observe ce qui se passe. Et du coup, on a une partie qui est décollée de l'expérience. On peut prendre un pas de recul pour faire des choix un peu plus libres que juste guidés par l'émotion. Ça permet d'accéder à des compétences de diffusion. Qu'est-ce que la fusion ? C'est le fait de coller un truc qui colle à un autre. C'est de la fusion, une pensée. On colle à nos pensées, on s'identifie à nos pensées. Et la diffusion, c'est le fait qu'on peut observer et ramener cela à une pensée. Tiens, en ce moment, je pense que je suis nulle. Je suis peut-être pas nulle, mais je pense que je suis nulle. Et quand je pense que je suis nulle, ça me fait mal et ça m'amène à faire des choses. Mais finalement, c'est qu'une pensée. Donc ça veut dire qu'on peut arriver à observer nos pensées comme on pourrait observer des nuages dans le ciel. Des fois, les nuages sont gris, des fois, ils sont blancs, et des fois, il n'y a pas de nuages. L'acceptation, c'est le fait que quand on a des situations extérieures, on ne peut pas faire autrement que de ressentir une émotion. Or, souvent, on croit qu'une vie heureuse, c'est une vie dans laquelle on n'aurait pas d'émotions désagréables, et on court après ça. Avoir des conditions de vie suffisamment contrôlées pour qu'on ne vive pas ces trucs désagréables. Et dans la thérapie ACT, en fait, on se dit non, c'est pas ça, en fait, le sens de la vie, c'est pas d'échapper à un inconfort instant après instant, c'est vraiment de donner sens à sa vie. Et du coup, on propose aux patients, nous-mêmes aussi, finalement de s'ancrer juste dans l'instant présent, observer tous ces phénomènes qui nous habitent, mais sans s'y confondre, et aller voir, mais finalement, si j'avais pas tout ça là qui est en train de prendre le contrôle de ma vie, de quelle manière je serais en train de m'engager dans ce domaine-là de ma vie ? En couple, je serais sûrement quelqu'un d'attentionné, de flexible, à l'écoute, parce que c'est ça un couple qui a du sens pour moi. Or, quand les émotions choisissent pour moi, je suis juste en train de contrôler, d'être jalouse, de faire la tête dès que ça va pas, etc. Et là, on se rend compte qu'il y a un écart énorme, mais on va y revenir. Et donc, je pourrais faire le choix, dans la thérapie ACT, d'avoir cette posture d'observateur et de prendre une nouvelle boussole à mon comportement, qui n'est pas de contrôler, tout gérer autour de moi, pour que ce soit exactement comme j'ai besoin que ce soit, mais juste d'agir en accord avec ce qui donnerait sens à ma vie, c'est-à-dire mes valeurs, mon moi profond, la personne que je suis au fond de moi. Et du coup, à la thérapie ACT, on rajoute ce que je vous ai montré tout à l'heure, les éléments de TCD, mais qui du coup se modifient un peu. Donc on garde la mindfulness complètement, vous allez voir que ça a une place énorme dans la thérapie. Le module efficacité interpersonnelle, on le modifie un peu,
Parce que dans la TCD de base, on est plutôt amené à vraiment exprimer ce qu'on ressent, de manière à être mieux entendu dans ses besoins, ses douleurs. Dans la thérapie ACT, en fait, en tous les cas, la manière dont on l'utilise, nous, c'est plutôt pas passer ma vie à me demander qu'est-ce que j'aimerais que l'autre soit pour moi. J'aimerais que ma mère soit comme ça, mon compagnon soit comme ça, mes collègues soient comme ça. Plutôt se demander, mais qui j'ai envie d'être pour eux. On inverse le sens des flèches. Quel collègue j'ai envie d'être? Quelle compagne j'ai envie d'être? Et là, du coup, je suis plus sans arrêt à lutter contre ce que les autres ne sont pas, mais je suis plutôt en train de mettre mon énergie à incarner ce qui donnerait sens à ma vie, à moi. Donc on inverse. On n'a plus besoin à ce point-là d'exprimer nos besoins et d'avoir gain de cause là-dessus. Juste, on peut le dire, parce que c'est comme ça qu'on le vit, mais on peut faire le choix de ne pas être guidé par ces besoins-là et de continuer à agir tel qu'on le ferait si on n'était pas piégé par nos émotions. Et le module tolérance à la détresse, on le garde tel quel, tel que dans la TCD classique. Du coup, je vais, pour la suite de l'exposé, me baser sur ce livre qu'on a écrit avec le docteur Ducasse, qui reprend en 24 chapitres exactement les 24 séances de la thérapie qu'on va évaluer dans le PHRIP, en fait. Donc 24 séances, 24 chapitres, il y a une 25e séance, c'est le bilan. Mais du coup, voilà. Et donc, ce livre est constitué donc, de chapitres qui représentent chacune des séances. Il peut être utilisé soit comme un self-help, c'est-à-dire une thérapie qu'on s'applique soi-même. Donc les patients borderline qui ne sont pas dans nos groupes, parce que malheureusement, on a une liste d'attente assez impressionnante. Donc, ils peuvent déjà commencer finalement quelque part à faire la thérapie, ou s'ils ne sont pas à Montpellier, enfin, il y en a qui se déplacent, mais voilà. Donc, c'est vraiment un guide thérapeutique pour soi, un self-help, avec une partie théorique où on va expliquer les compétences à acquérir semaine après semaine. Donc, il faut faire un chapitre par semaine. Donc, on a la partie théorique qui peut être également utilisée par des thérapeutes qui veulent mettre en place le programme. C'est comme un protocole, en fait. Il y a carrément les phrases décrites. Ensuite, vous avez là, à droite, vous avez des pages où il y a en bleu. Ça, c'est ce qu'on doit remplir en séance. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui le lisent chez eux, remplissent en bleu. C'est vous observez comment ça se passe pour vous. Et on a aussi là en gris avec une flèche, je ne sais pas si vous voyez en haut, une patiente Julie. On a créé une patiente fictive, une borderline classique qui représente le trouble, même s'il y a plein de manières de représenter ce trouble, et qui remplit aussi en même temps que le lecteur, finalement, de manière à ce qu'on ait un guide sur ce qu'on doit remplir, qu'on ne passe pas à côté de ce qu'il faudrait faire. Et après, vous avez un petit casque audio qui montre qu'il y a accès sur un site internet, du coup, à des audios de méditation, d'observation, justement, de se connecter à qu'est-ce qui donnerait vraiment sens à sa vie. Et donc, il faut avancer pas plus vite qu'un chapitre par semaine. Et donc, je vais utiliser, à chaque fois qu'il y aura un logo en haut à droite, ce sera en fait des pages du livre qui vous montrent un peu le déroulé de la thérapie. Une infirmière publiée chez Odile Jacob. Non, mais c'est rare, c'est même exceptionnel. Bravo. Merci. Donc, du coup, concernant la partie tolérance à la détresse, je vous ai dit, on a utilisé la TCD vraiment telle qu'elle. Ça veut dire qu'on apprend aux patientes que quand elles sont au-dessus de 7 sur 10 sur une échelle de tension émotionnelle, 0 c'est pas du tout de tension émotionnelle, 10 c'est le maximum, c'est compliqué d'accéder à ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc du coup on leur dit, ok, dans ce moment-là, si pour vous c'est trop difficile, on voit qu'avec le temps c'est de moins en moins difficile et on arrive de moins en moins à 7, plus on donne sens à sa vie, moins ça arrive finalement, vous pouvez utiliser n'importe quelle stratégie qui ne va pas mettre à mal quelque chose finalement, le temps que la tension rebaisse. Donc ça, on appelle ça de la gestion émotionnelle. On pourrait faire de la relaxation, on pourrait aller faire des courses, appeler une copine, ce qu'on veut. On n'est pas en train de grandir intérieurement à ce moment-là, mais juste de laisser du temps passer pour que la tension rebaisse, pour pouvoir après faire une vraie régulation émotionnelle. Donc on précise bien que ça doit rester très exceptionnel, parce que sinon on va faire de la tolérance à la détresse tout le temps, on grandira jamais intérieurement. Mais du coup, c'est quand même OK dans ces moments-là. Et donc on utilise les stratégies classiques de la TCD, complètement, telles que Marshall Linehan les a décrites, avec 3 familles de stratégies de tolérance à la détresse, dont utiliser vraiment les 5 sens, en fait. Sentir des huiles essentielles. Et la stratégie qui fonctionne le plus pour les patients de borderline, donc ça, si vous en avez, je vous le dis, c'est super efficace, c'est les citrons congelés. Donc vous mettez des citrons au congélateur, 2 si possible, elles les ont chez elles. Et quand elles sont en tension émotionnelle super élevée, plutôt que de se scarifier, en fait, vous leur demandez de prendre leur citron dans les mains, de les serrer fort, en pleine conscience, pour aller vraiment aux sensations de ce citron froid, en fait, dans les mains. Alors, certaines vous diront, mais moi, ça me fait pas mal, parce qu'il y a des études qui montrent que les patients de borderline sont très résistantes à la douleur physique. Et bien, vous leur dites, c'est pas grave, c'est pas d'avoir mal qui compte à ce moment-là, en fait, c'est juste d'être dans la sensation physique, parce que pendant que votre attention est sur la sensation physique, elle ne continue pas à nourrir en fait ce qui génère la détresse chez vous. Donc ça, c'est un exemple. Mais après, il y a plein d'exemples.
Ensuite, on passe dans la partie régulation émotionnelle. Là, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc ça, c'est tous les moments, on est en dessous de 7 sur 10. Et d'ailleurs, avec le temps, la thérapie, heureusement, on est de moins en moins au-dessus de 7. Alors, comment on a mis en place la thérapie ACT dans la TCD? C'est qu'en fait, on part du principe qu'on a une définition erronée du bonheur, j'ai commencé à vous le dire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on croit que pour être heureux, il faut avoir tel compagnon, tel travail, qui se passe de telle manière, la famille comme ça, la santé comme ça. Et en fait, on passe notre vie à mettre de la lutte pour obtenir ces conditions extérieures. C'est une illusion. Parce que même si à un moment ultra rarissime, vous aviez tout réuni en même temps, forcément, ça ne tiendrait pas dans le temps et une partie de vous le sait, donc serait déjà en lutte pour maintenir le truc. Ce n'est pas raisonnable de baser notre bonheur là-dessus, et pourtant on le fait tous. Donc du coup, le problème, comme on fait tous ça, c'est qu'à chaque fois que quelque chose ne passe pas comme on aimerait, on se dit, ça ne devrait pas se passer comme ça. Et au moment où dans votre tête, vous vous dites, ça ne devrait pas se passer comme ça, il y a une espèce de tension qui monte en vous, que vous mettiez de la conscience là-dedans ou non, ça se fait tout seul, ça s'appelle la colère. Il y a une oppression au niveau du thorax, comme une impression que quelque chose veut sortir, des bras qui se tendent, et puis on a mal là aussi souvent, on peut avoir mal à la tête, une tension au niveau des tempes, des mâchoires qui se serrent. Mais même si on ne met pas de la conscience, ça se fait. En fait, on a des sensations émotionnelles qui collent à ce qu'on est en train de se raconter sur le monde. On peut se raconter d'autres choses, on peut se dire, sans une vie de couple, ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue, ça on l'entend beaucoup chez les patients de borderline. Si je ne suis pas en couple, ça ne vaut pas la peine. Si je n'ai pas d'enfant, ça ne vaut pas la peine. En fait, elle cherche à combler, etc. Si j'ai de la peur, si ce que je suis en train de voir m'annonce que peut-être je vais être quittée, une boule au ventre, une gorge qui se serre. Et là, sous le contrôle de cette sensation, je vais me mettre à faire des choses. Ne plus laisser l'autre sortir librement, surveiller son emploi du temps, lui montrer comme je suis triste quand il sort, le faire culpabiliser, me venger, etc. Et puis d'autres émotions, la honte, c'est quand on pense qu'on n'a pas de valeur. Le dégoût, c'est quand on se dit cette situation-là, maintenant, elle est trop toxique pour moi. Chacune des émotions, en fait, on peut poser un diagnostic émotionnel. En fonction de ce qu'on se raconte, on va sentir tous les êtres humains la même chose aux mêmes endroits du corps. C'est-à-dire que si vous me dites je ressens ça, je peux vous dire c'est telle émotion que vous êtes en train de vivre. Et des fois, on se rend compte que les patients de borderline ne savent pas quelles émotions elles sont en train de vivre. En vrai, les êtres humains, en général, pas toujours non plus. Parce qu'on n'a pas d'éducation à ça, en fait, dans notre société. Donc, on se dit juste, je suis mal, et on réagit en pilotage automatique à ce mal. Et dans cette thérapie-là, on va plutôt essayer de voir, regardez, c'est complètement différent de ce qu'on fait d'habitude. Plutôt que de chercher à résoudre ce qu'on vit comme un besoin, quand on a une émotion, on va plutôt dire, qu'est-ce qui est en train de me coincer aujourd'hui dans ma vie? Est-ce que c'est vraiment raisonnable de faire dépendre mon bonheur de ça, de mettre toute cette lutte là-dedans, de m'éloigner de qui je suis au fond de moi pour résoudre un truc extérieur qui, en vrai, on l'a vu au début, ne sera jamais la panacée parce qu'il y aura autre chose juste après. Si vous résolvez ça, il y aura un autre problème. Notre mental est fait comme ça. Il va toujours voir le prochain problème. Donc, ce n'est pas la solution. On va plutôt se dire, la solution va être de ne plus dépendre de cette condition extérieure et continuer à s'engager dans le monde, même si la condition extérieure n'est pas comme on aimerait. Ça, c'est vraiment l'idée de cette thérapie. Du coup, là, on voit que quand on attend de l'extérieur le bonheur, c'est à gauche de la matrice. Je ne sais pas si certains connaissent la thérapie ACT. Donc, à gauche de la matrice, c'est tout, finalement, ce qu'on se raconte quand il se passe des trucs autour de nous. C'est nos pensées, en fait. Et on n'a pas tous les mêmes pensées. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas les mêmes conditions extérieures de bonheur chacun, en fonction de ce qu'on a déjà vécu. Certains se disent, pour être heureux, il faut des sous. D'autres se disent, il faut être dans telle relation. Puis quand on a vu des choses qui n'allaient pas chez nos parents, on essaye de contre-construire, etc. Donc finalement, on ne va pas juger d'où ça vient. En général, on le sait. Mais plutôt de voir comment ça me coince aujourd'hui dans ma vie. Et donc, il se passe un truc à l'extérieur de moi. Et là, je me raconte des choses. Ça veut dire que peut-être que du coup, ça va se passer comme ça. Et je commence à interpréter des choses. Ça me donne des sensations, en bas à gauche de la matrice. Et quand j'ai ces sensations, ça me hameçonne. Ça y est, je suis plus libre de vivre ma vie comme je le faisais juste avant. Vous remarquez, vous étiez bien, vous vivez votre vie, vous étiez aimant, aidant, et tout d'un coup, vous voyez un truc, et c'est fini là. Tout ça s'effondre, et vous allez juste répondre à la sensation émotionnelle désagréable. Et ça vous emmène, comme un hameçon, à l'opposé de ce que vous feriez si vous étiez libre. Et donc, pour ne pas ressentir ça, on se met en haut à gauche à faire des choses. On peut faire 3 types de choses quand notre tête nous dit que l'extérieur n'est pas comme on aimerait. Soit lutter, contrôler l'extérieur. Par exemple, on peut faire du chantage. Si ça se passe comme ça, tu verras, machin, je vais me tuer si jamais. Je vais parler un peu de suicide puisque c'est l'objectif principal du PHRIP.
lutter simplement en montrant à quel point on est touché, enfin voilà, plein de manières de lutte, faire la tête, et dont les menaces suicidaires, voire même les comportements suicidaires. Parfois, si vraiment tu sors avec cette fille-là, je me tuerai. Parfois jusqu'à le faire. Et c'est pas de la manipulation parce que c'est vraiment vécu comme ça. Des fois, c'est vraiment vécu comme ça, c'est trop. La voie du milieu, c'est l'évitement physique ou mental des sensations. Ça veut dire quand il se passe un truc qui est trop douloureux pour moi et que je pense ne pas avoir le contrôle possible sur l'extérieur. Souvent, j'ai déjà essayé bien longtemps et je vois que l'autre n'a pas changé malgré tout ce que j'ai mis en place. Je suis super mal avec ça, donc je peux prendre des toxiques, par exemple, ça me permet d'échapper aux sensations. Je peux regarder des séries télé en boucle, pendant que j'y pense pas, finalement, c'est un peu moins douloureux. Je peux sortir, je peux avoir des conduites à risque, plein de choses qui vont juste avoir pour but de changer ma sensation dans mon corps. On peut dire mettre des choses dans son corps. Manger du chocolat, ça fonctionne comme ça. C'est juste changer l'état émotionnel puisque j'ai pas de contrôle sur l'extérieur. Et donc, prendre des comprimés de médicaments en excès, ça a ce but-là aussi de me permettre de diminuer ces sensations-là dans mon corps. Et parfois même aller jusqu'à finalement mourir parce que j'arrive pas à m'apaiser suffisamment, ou je sais au moment où je prends tous ces comprimés qu'il y a un risque que j'en meure. Mais à ce moment-là, c'est juste insupportable. Donc je suis OK de faire ça. Pas parce que l'ensemble de ma vie ne vaut pas la peine d'être vécu, mais parce que sur ce moment, je peux pas supporter une douleur comme ça. Et le dernier truc, c'est la voie de l'abandon-résignation. Ça, c'est plutôt finalement quelque chose qui ressemble à de la dépression, c'est-à-dire que puisque mes relations ne fonctionnent pas, puisque j'arrive pas à garder un boulot stable, au bout d'un moment, je baisse les bras un peu de tout ça. Et au moment où je me désengage affectivement de ces domaines de vie, je ne souffre plus. Si vous allez l'attendre tous les jours que votre compagnon vous rende heureux en faisant ça, au moment où vous lâchez de cette attente-là, vous attendez plus ça, vous voyez que vous souffrez plus. Mais vous n'avez plus non plus le bonheur de la relation, vous n'êtes plus engagé. Vous êtes détaché, mais vous souffrez plus. Et on peut ainsi se détacher de plein de domaines de la vie jusqu'à arriver à un moment où, finalement, une vie comme ça, où je suis détachée de tout, je suis plus engagée dans rien, finalement, autant mourir. Et donc, la thérapie, c'est mettre en place des outils pour changer l'intention. Vous voyez qu'à gauche, l'intention, c'est tout le temps d'aller jouer sur les sensations dans le corps, même si on ne met pas de la conscience. Action-réaction, ça se fait tout seul. Si je suis en colère, je me mets à frapper, à crier, à claquer une porte, ça se fait tout seul. À droite, on va apprendre aux personnes, finalement, à identifier non pas ce qu'elles attendent de l'extérieur, mais ce qu'elles voudraient amener à l'extérieur. Parce que si elles faisaient ça de cette manière-là, ça donnerait sens à leur vie. Et donc, c'est ce qu'on appelle se connecter aux valeurs profondes. Et on va les amener à progressivement développer les domaines de leur vie dans cette direction-là. Et du coup, c'est plus si important comment l'extérieur revient. Ce qui compte, c'est ce que je peux apporter. Un exemple en tant que soignant, finalement, je pourrais me dire, je fais dépendre mon bonheur du nombre de patients que j'améliore. Ou je peux dire, en fait, je fais de mon mieux pour transmettre un message dans lequel je crois, avec le plus de conviction possible, et je lâche prise finalement de comment les uns et les autres s'en saisissent. Parce que ça, c'est la partie qui ne m'appartient pas. Et en fait, on voit que c'est la voie la plus efficace pour ne pas souffrir. Donc là, rapidement, un exemple, ça c'est Julie, par exemple, elle a des relations importantes pour elle, il faut que je surveille l'heure, dont sa maman, son papa, Cédric, son petit copain, ses amis, et on se rend compte qu'en fait, ces valeurs, c'est, comme pour tout être humain en réalité, tant qu'on n'est pas blessé, avoir des relations stables, de confiance, engagées, de la présence. Et puis, au moment où Cédric rentre, par exemple, du boulot, il lui dit « Ce soir, je ressors avec mes collègues et qu'elle n'est pas invitée », peur de l'abandon qui arrive, super forte, et elle se met en haut à gauche à peut-être aller se venger en allant coucher avec quelqu'un d'autre ou se scarifier parce que c'est insupportable, tout ce que je viens de vous montrer. Et du coup, finalement, si elle se connecte profondément à la personne qu'elle a vraiment envie d'être, elle se rend bien compte que de lutter de cette manière-là, instant après instant dans son couple, ne va pas lui permettre une vie stable et heureuse. Elle peut en prendre conscience. Cette lutte, en fait, alors qu'elle croit que c'est la solution, est finalement le problème puisque ça l'éloigne de ce qu'elle aimerait faire en vrai dans son couple. Et donc, elle peut le faire le choix d'un premier petit pas en direction d'une voie autre qui serait je me réengage quand même en accord avec mes valeurs parce que ça, c'est ce qui donne le plus de sens à ma vie. Et peut-être qu'elle peut même, du coup, souhaiter une bonne soirée à son copain parce que finalement, la personne qu'elle a envie d'être au fond, c'est quand même de contribuer au bonheur de son petit ami, bien au-delà de devoir sans arrêt contrôler toutes ces conditions extérieures qui, de toute façon, l'amènent qu'à souffrir et souffrir son copain. Et très souvent, en plus, dans toutes ces conduites de contrôle, on arrive à finalement générer le truc qu'on veut le moins. D'accord ? Par peur de l'abandon, elle contrôle et du coup, c'est tellement insupportable ce contrôle pour son copain qu'il va finir par l'abandonner. Donc, c'est sortir de ce cercle-là. Il faudra garder un peu de temps pour les questions. Ouais, j'ai pas fini du tout. Hein. Mais je sens qu'il y en aura, donc attention. Ok. Du coup, moi, je voulais vous faire une petite pratique, mais là, je ne sais pas si je peux la faire, mais ça aurait été chouette qu'on la vive. Comme vous voulez.
On m'a dit, ouais. Je voudrais vous faire Moi, je veux expérimenter la pour Méditerranée, vous. pas la Suisse, mais bon, quand même. 5 minutes pour que vous perceviez dans vous ce que ça donne. Parce qu'après, on aura vos résultats de recherche, hein, c'est ça? Ah bah, là, il n'y a pas de résultat de recherche. D'accord. Ça n'a pas commencé, la recherche. Ah bah alors, Ouais. allons-y. Je vous explique le programme. D'accord? Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous faire un petit temps thérapeutique. OK? Ça vous fait envie? Allez, super. Donc, on va essayer de jouer le jeu. Je vais vous demander, chacun d'entre vous, on n'aura pas de retour à haute voix. Hein. On n'est pas en thérapie, mais juste pour que vous perceviez ce qu'on vit. Donc, vous choisissez un sujet. Du coup, vous pouvez prendre n'importe lequel, puisqu'il n'y aura pas de retour à haute voix. N'ayez pas peur. Quelque chose qui, aujourd'hui, dans votre vie, ne se passe pas de la manière dont vous aimeriez. C'est-à-dire, quand vous y pensez, ça génère une tension en vous, parce que ce n'est pas des conditions au bonheur pour vous, et du coup, vous aimeriez changer, ce n'est pas résolu comme vous aimeriez, c'est encore actif en vous. Donc, je vais vous demander d'essayer de trouver une situation comme ça, normalement, on n'a pas trop de mal, d'un truc qui ne se passe pas comme on aimerait, et juste vous levez la main pour m'indiquer que j'ai la plupart des gens qui ont trouvé quelque chose comme ça dans leur vie. Ok, je crois que toutes les mains sont levées, c'est parfait. Donc là, si vous êtes d'accord, vous fermez les yeux un instant et puis je vais vous guider quelque chose. Donc prenons contact avec le moment présent. On peut percevoir qu'on est assis dans cette salle en cet instant. Et puis, si c'est OK pour vous, vous allez faire venir à vous ce sujet qui vous contrarie actuellement, qui n'est pas comme vous aimeriez. Et vous allez vous raconter tout ce que vous vous dites quand vous pensez à ça. C'est ce qui revient à vos ruminations habituelles, hein, tout ce que vous vous dites de ce que ça veut dire, de ce que ça signifie, de ce qui risque de se passer. Racontez-vous tout ce que vous vous racontez sur ce sujet quand vous laissez sans filtre votre tête exprimer ce qu'elle pense. Et peut-être qu'au fur et à mesure que vous vous racontez ça, vous sentez qu'il y a des mouvements d'énergie qui se font dans votre corps, en lien avec ce que vous vous racontez. Si ce n'est pas le cas, continuez à vous parler de ça. Et puis observez qu'il commence à se passer des choses dans votre corps. Ça s'appelle une émotion. Regardez comment cette émotion commence à s'exprimer quand vous êtes en contact avec ce sujet, à quel endroit du corps, de quelle manière. Et regardez que peut-être ça vous donne envie de faire des choses. Ça ne veut pas dire que vous allez les faire, mais en tous les cas, ça vous donne envie de faire des choses. Regardez tout ce que ça vous donne envie de faire en pilotage automatique. Ça vous donne peut-être envie d'aller le dire à l'autre, de le crier à l'autre, ou de tout abandonner dans ce domaine-là. Plein d'autres choses. Regardez tout ce que ça vous donne envie de faire. Puis maintenant, vous allez lâcher tout ça. Vous allez juste prendre quelques instants à observer votre respiration au niveau du ventre, le ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. Et puis maintenant, je vais vous demander de prendre conscience qu'il y a donc un domaine de votre vie actuellement qui ne se passe pas comme vous l'aimeriez. Ça veut dire qu'il y a un écart entre vos attentes dans ce domaine de vie et ce que vous en percevez. Et vous pouvez voir que c'est cet écart-là qui vous fait souffrir parce que ça vous amène à une grande lutte contre cet écart. Et cette lutte prend la forme des comportements que vous avez identifiés tout à l'heure. Beaucoup de rumination, beaucoup d'attention sur le sujet, des attentes que ça change, des comportements pour que ça change. Et que tous ces comportements que vous faites pour résoudre cet écart, plutôt finalement qu'être la solution dans ce problème-là, l'amplifie en vous éloignant de ce que vous feriez s'il n'y avait pas ça dans ce domaine-là de votre vie. Est-ce que vous pouvez l'observer ? Tous les comportements que vous faites sont différents de ce que vous feriez si vous étiez libre en réalité dans ce domaine-là de votre vie. Et si maintenant la solution ne venait plus de résoudre cet écart à tout prix, parce que de toute façon ce serait vain, il y aurait autre chose après, mais juste de vous connecter à ce que vous feriez dans ce domaine-là de votre vie si vous étiez libre. Quelles seraient vos valeurs ? Quelles sont vos valeurs en réalité dans ce domaine-là de votre vie ? Les valeurs, c'est être à l'écoute, être attentionné, être engagé, être aidant, être bienveillant. Et vous allez percevoir que finalement, parce qu'il y a cette contrariété, ça vous éloigne de ce que vous feriez spontanément dans ces domaines-là de votre vie s'il n'y avait pas de problème. Et que ça génère beaucoup de souffrance parce que ces comportements, peut-être qu'ils gèrent quelque chose à court terme, mais ils ne règlent rien à long terme. Ça veut dire que vous restez dépendant, qu'après, ça continue tout le temps comme vous le contraignez.
Et donc, je vais vous dire, si maintenant, la solution ne venait plus de lutter contre cela, mais juste de lâcher une attente avec l'extérieur et de vous engager en accord avec qui vous êtes au fond de vous dans ce domaine-là de votre vie, du mieux que vous le pouvez. Est-ce qu'une nouvelle voie pourrait s'ouvrir à vous? Si maintenant la solution n'était plus de lutter à tout prix contre cet écart, mais de simplement vous engager en accord avec qui vous êtes au fond, dans ce domaine-là de votre vie, quelle nouvelle voie s'ouvrirait à vous? Et puis vous pouvez rouvrir les yeux. Est-ce qu'il y en a qui ont vu un écart entre les deux, juste pour voir? Que finalement, quand... Ouais, ok. D'accord? Et l'écart, c'est comme si tout d'un coup on était soulagé, parce que de toute façon, cette lutte ne fonctionne pas en vrai. Mais qu'au moment où on l'a fait, ça nous prend beaucoup d'énergie et ça nous fait même du mal dans le domaine de vie. Alors vous allez vous dire, ça veut dire qu'on doit tout accepter? Non, c'est pas ça. Parce que la personne qu'on est au fond de nous n'est pas une personne qui accepterait tout. Donc c'est pas ça. Mais ça veut juste dire, même si ce truc n'est pas comme j'aimerais, je suis pas obligée d'être dans les extrêmes, de le rendre à tout prix comme ça, ou de me désengager. En fait, je pourrais rester engagée, c'est ce que je ferais si j'étais libre, dans ce domaine, en acceptant qu'il y a cet écart qui n'est pas de mon contrôle. Quand on était petit et qu'on tombait, on voulait apprendre à marcher et qu'on chutait, on ne s'est pas dit au bout de 3 fois, j'abandonne en fait. C'est pas ce qu'on fait au départ. Sauf que de peur d'être blessé à nouveau, finalement, on en arrive à faire ça. On donne même plus une chance à nos domaines de vie de rester engagés. Donc c'est ça un peu l'idée, lâcher cette lutte. Et donc, la bonne nouvelle de ça, c'est qu'on peut grandir intérieurement. Ça veut dire que la prochaine fois, si Cédric me redit qu'il veut sortir, c'est vachement moins grave, parce que j'ai vu il peut sortir et ça se passe bien, et je peux même être aimante avec Cédric qui sort. Ok? Donc je deviens petit à petit libérée de ces conditions extérieures. Donc ça veut dire que les patients vont apprendre leurs valeurs, voir leur domaine de vie, on va les aider à identifier leurs valeurs profondes, pas celles de la société, pas celles de leurs instituteurs, mais vraiment ce qui fait écho en eux, dans leur cœur. On va leur apprendre à identifier que les faits ne sont pas des pensées et que nos pensées ne sont pas des faits. C'est des choses qu'on se raconte. D'ailleurs, les autres ne racontent pas les mêmes choses. Et même nous, en fonction des moments, on ne se raconte pas les mêmes choses. On va leur apprendre à vraiment savoir où s'expriment les émotions. Et donc voir les émotions non plus comme des besoins à résoudre à tout prix, mais des indicateurs de ce qui nous coince dans la vie, de manière à pouvoir grandir en conscience. Alors je peux quand même choisir à un moment que cette condition-là, elle est trop pour moi et partir. Mais je fais le choix en conscience, pas en pilotage automatique. Et on va se rendre compte qu'on arrive à beaucoup moins de ruptures que finalement ce qui se passe en temps normal en pilotage automatique. Donc j'en arrive à quelques minutes sur quand même le PHRIP en lui-même, promis là c'est court. Donc il y a un objectif principal, je vous l'ai déjà dit, c'est comparer donc cette thérapie en 6 mois à la thérapie classique. Je vous ai montré les différences. Et l'objectif principal, c'est la récidive de tentative de suicide en 1 an post-thérapie. Il y a aussi une prise en compte médico-économique, je vous l'ai dit, le trouble de personnalité borderline coûte très cher. La thérapie en 1 an coûte très cher et très coûteuse en temps soignant. Et il y a des objectifs secondaires, donc je ne vais pas vous les lire tous, mais en gros, on va prendre en compte les dimensions émotionnelles, la labilité émotionnelle, les compétences thérapeutiques, la qualité de vie après la thérapie, entre les 2 thérapies, la qualité du réseau social, qui est donc important dans le trouble de personnalité borderline, le nombre de consultations et hospitalisations pour comportement impulsif, puisqu'on espère aussi avoir un impact là-dessus. Voilà, et les processus thérapeutiques, notamment la flexibilité. Vous avez vu, si je suis moins dépendante de l'extérieur, finalement, c'est-à-dire que je suis un peu plus flexible, je peux un peu moins être en souffrance quand l'extérieur ne se présente pas tout à fait comme j'aimerais. Non, à chaque fois, je me fais avoir. Ensuite, donc là, c'est juste une petite diapo pour résumer la différence entre les deux. Donc, SIAD, qui comprend TCD Act à Montpellier, 25 séances en tout de thérapie de groupe, 2 heures par semaine, 25 séances individuelles et 6 réunions d'équipe, 1 par mois. Dans la TCD classique, c'est 50 séances, 50 entretiens, 47 réunions d'équipe, plus une permanence téléphonique. Donc, il y a quand même une grosse différence entre les deux. Et donc, il n'y a pas la question du sens de la vie qui fait qu'on espère qu'on puisse avoir largement d'aussi bons résultats. On l'espère, on verra, finalement, sur 6 mois. Donc, c'est une méthode où il y a 2 centres d'inclusion. Montpellier, donc pour la thérapie SIAD, Genève pour la TCD, parce que c'est un centre référence sur la TCD classique en Europe. Il y a une évaluation en aveugle, ça veut dire qu'on a un clinicien qu'on ne connaît pas, ailleurs que les 2 centres, qui va évaluer les patients inclus à Montpellier et à Genève avant la thérapie V0
pour nous à 6 mois, puisque notre thérapie sera finie à 6 mois, puis 6 mois après, donc à 1 an, puis à 18 mois. Et pour le même clinicien qui n'appartient à aucun des centres, en aveugle, enfin pas en aveugle parce qu'il saura du coup dans quelle thérapie ils sont quand même, puisqu'il les évalue à 1 an pour ceux de Genève et à 6 mois pour les nôtres, mais bon, AV0 en tous les cas, il sera en aveugle. Ensuite, 1 an post-thérapie, puisque la thérapie dure 1 an, puis 6 mois après la thérapie, puis 1 an après la thérapie sur le centre de Genève. Les évaluations se font par téléphone. Et ensuite, on inclut en tout 280 sujets femmes diagnostiqués de troubles de personnalité borderline avec au minimum 5 critères sur les 9 du DSM-5, ça c'est l'inclusion, et qui ont entre 18 et 50 ans, que des femmes. On a fait le choix que des femmes, je dis rapidement du coup pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de vécus traumatiques pour les patients de borderline et le fait d'avoir des hommes dans le groupe complique finalement la thérapie de groupe. Donc on peut faire des groupes avec que des hommes si on veut, mais on voit que la symptomatologie n'est pas la même chez les hommes. C'est des hommes, les hommes, on les retrouve beaucoup plus dans de grosses violences, milieu carcéral. Ils sont moins en demande de thérapie, on va dire, que les femmes, mais il est possible de traiter les hommes en thérapie aussi, mais pas dans des groupes mixtes. La durée de l'étude prévisionnelle, c'est 5 ans. Et on a également aussi quand même un volet, pas que quantitatif, mais qualitatif, avec 20 patients de chacun des centres sur un entretien qualitatif à la fin de la thérapie. Donc l'intérêt, je l'ai déjà dit, améliorer l'accessibilité aux soins, développer la prise en soins spécialisée sur le territoire français, parce que quand même, il n'y en a pas beaucoup, via des formations en quelques jours, qu'on pourrait faire éventuellement pour ceux qui sont formés. Diminuer les coûts liés à la prise en soins, on en a parlé, à la fois les coûts, le temps de la thérapie, puisqu'il y a moins besoin de soignants et c'est moins long, mais aussi si ça fonctionne sur les réhospitalisations, etc. Et évidemment, l'objectif principal reste pour les 2 centres, d'améliorer la qualité de vie des personnes souffrant de ce trouble, mais aussi de leur entourage proche, parce que c'est quand même très compliqué pour les proches. Voilà, on a eu un accord favorable du CCP le 11 janvier de cette année, donc normalement les premières inclusions sont pour le printemps de cette année. Mais on fait déjà la thérapie hors PHRIP depuis 2-3 ans, on va dire. Voilà. Merci beaucoup, Véronique. Des questions, j'imagine, ou alors vous êtes tous en état de tranquillité intérieure suffisant pour Jean-Marie? Oui, merci pour cette belle présentation. J'ai toujours un questionnement quand on est dans des groupes témoins, deux groupes, par rapport au niveau éthique, du fait que des personnes vont pouvoir bénéficier de cette thérapie, alors que d'autres, on va les laisser dans un suivi classique. Donc, comment vous arrivez à vous sortir de ça? C'est ma première question. Puis ma deuxième, c'est... pour que ça puisse marcher, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une vraie demande des patients, acceptation. Comment ça se passe aussi à ce niveau-là? Ok, donc je vais répondre aux 2 questions. La première, c'est que déjà la TCD, à ce jour, c'est la thérapie référence quand même pour le trouble borderline. Donc c'est déjà super une chance pour les patients de Genève de bénéficier de ce soin-là. Hein, vraiment, c'est un soin spécialisé, etc. Et du coup, vous avez peur que ce soit sur Montpellier que c'est moins efficace? Je ne sais pas quel est le soin du coup le moins efficace. Pour moi, ils sont efficaces les deux en fait. Donc, je ne trouve pas qu'il y a une perte de chance pour un des 2 groupes. Il n'y a personne qui ne fait pas de thérapie. Hein. Il y en a qui font 1 an à Genève et 6 mois chez nous en fait. Il n'y a pas un groupe neutre classique. Il n'y a pas de groupe neutre. C'est l'avantage, c'est un essai bicentrique. Et je suis d'accord avec cette question-là que j'ai déjà eu dans un autre PHRIP qui m'a aussi posé finalement peut-être un problème éthique, mais en même temps, des fois, il faut passer par là parce que c'est un moyen après d'avoir prouvé l'efficacité de cette nouvelle stratégie. Et du coup, d'avoir des moyens pour la développer sur le territoire. Mais en tout cas, là, c'est pas le cas, du coup. Toutes les patientes sont dans des groupes de thérapie et puis, je pense, de qualité, j'espère, des 2 côtés. Vous arrivez à avoir leur adhésion? Oui. Alors, du coup, nous, on a une liste d'attente, en réalité, si j'ose le dire, de largement 1 an. Les patientes qui rentrent dans le groupe sont hyper demandeuses. Ça veut dire que elles sont partantes pour faire une thérapie. On leur explique que c'est presque un travail à temps complet. Hein. Il y a beaucoup d'observations en dehors des séances et tout. Ça ne veut pas dire qu'elles vont quitter leur boulot et tout ça, mais c'est vraiment demandeur. Et en réalité, si on commence à 10, nos groupes, c'est ultra rare qu'une personne arrête en cours. Et si elle arrête, c'est parce qu'elle a un projet de vie qui fait qu'elle a trouvé un boulot à Paris et du coup, elle ne peut pas continuer. En fait, c'est vraiment... on a à peu près tout le monde au début, tout le monde à la fin. À Genève, je ne sais pas trop, mais... Elles sont super contentes d'avoir enfin quelque chose de différent de ce qu'on leur propose habituellement et on n'a aucun problème d'adhésion aux soins.
Alors, les premières séances sont des fois compliquées parce que quand on passe une vie entière à échapper à nos émotions et que là, on dit allez au contact. Mais si vous avez des soignants qui sont suffisamment à l'aise avec les émotions, honnêtement, ça les sécurise et elles adhèrent à fond aux soins. Vraiment. Et puis, l'entretien individuel aide aussi, on peut du coup. Autre question ? Bonjour. Bonjour. Du coup, je trouve ça génial, déjà. Nous, on s'est posé des questions aussi autour des troubles borderline. J'ai une question autour du diagnostic. Ouais. Comment est posé le diagnostic ? Bon, vous êtes centre expert, donc je pense que ça joue un rôle. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous faites ça qu'à Montpellier et à Genève, j'imagine. La question du diagnostic et des critères du diagnostic comme critère d'inclusion. Ouais, c'est juste. Et du coup, pour pousser la question, est-ce que vous êtes intéressé aux difficultés, aux problématiques de poser le diagnostic de troubles borderline sur le terrain en général et vous qui avez un regard spécialisé là-dessus, et qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Donc là, vous avez super raison. Je pense qu'on est favorisé à Montpellier pour plein de choses. On a un centre de recherche, donc c'est assez simple. On est centre expert, effectivement. Et du coup, on évalue en fait sur la SCID 2, le diagnostic borderline. Vous connaissez l'échelle SCID 2 ? La SCID 2, c'est l'échelle qu'on utilise. En fait, c'est une échelle de diagnostic reconnue, mais qui est assez simple d'utilisation. Donc, si vous voulez, vous regarderez SKID 2. Et en fait, quand on répond à 5 critères sur 9, finalement, sur la SCID 2, on a le diagnostic borderline qui est posé. Donc, en réalité, quand on est formé à la SCID 2, et ça ne demande pas un temps de formation énorme, on peut vraiment diagnostiquer oui, non, assez simplement. Après, sachant qu'on peut tomber sur des gens qui n'ont que 4 critères et il en faut 5. Mais ces 4 critères sont ultra invalidants dans leur vie, ça, il faut que je reconnaisse. Du coup, là, elles ne rentrent pas, en tous les cas, pour l'instant, dans ces personnes qu'on soigne, parce qu'il faut bien à un moment choisir un diagnostic positif. Et nous, on a effectivement une psychologue qui est dédiée, du coup, à l'évaluation. Ça veut dire que tous les patients, à peu près, qui arrivent aux urgences psychiatriques de Montpellier sont évalués sur plein de diagnostics, en fait, parce qu'on a ces moyens-là sur l'hôpital de Montpellier. Mais ça, ce n'est pas nous qui le faisons, hein. Et du coup, en fait, si elles sont diagnostiquées borderline, on va leur proposer la thérapie, ce qui ne veut pas dire que tout le monde va choisir de le faire. Et ça, c'est aussi une réponse, c'est que ceux qui rentrent dans la thérapie sont des gens qui sont motivés. Maintenant, la plupart disent oui, parce que c'est quand même une chance de sortir de ces cercles-là. Mais voilà, donc c'est la SCID 2, si vous voulez, vous regarderez, elle est très très bien faite. Au moment, en fait, où les gens arrivent parce qu'ils ont fait une tentative de suicide, parce qu'ils ont une scarification super profonde, parce qu'ils sont en train d'exploser dans leur vie, ils arrivent à des urgences psychiatriques. À ce moment-là, on leur donne un rendez-vous post-hospitalisation en urgence, parce qu'en urgence, c'est difficile ce diagnostic-là. Donc, quelques semaines après, ils reviennent et là, on pose le diagnostic. Et si le diagnostic est posé, on leur dit, si vous le voulez, on vous met sur une liste d'attente et vous pourrez bénéficier d'une thérapie. J'ai répondu ? Oui. Peut-être vous présenter à chaque fois, c'est bien de contextualiser. Ouais, c'est vrai, vous êtes d'où ? Oui. D'accord. Ok, on pourra reparler si vous voulez. Bon, Jean-Manuel Morvillers de Paris. D'accord. Qui anime les groupes de thérapie ? Ah oui, c'est une bonne question, j'ai oublié de vous le dire. C'est vrai. Des infirmiers, en fait. Ouais. On n'a pas besoin d'un médecin. Enfin, on n'a pas fait le choix. Les médecins sont complètement d'accord avec ce que je viens de dire, par contre. En fait, on a des médecins qui sont super ouverts et qui disent qu'en fait, être thérapeute, c'est pas dépendant d'une casquette médicale, mais de compétences qu'on a développées, etc. Donc là, on le dit en rigolant, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de choisi sur l'hôpital qu'en fait, peut-être que tous les infirmiers ne se sentent pas de faire de la thérapie, mais par contre, parmi les infirmiers, il y en a qui peuvent être de très bons thérapeutes. Donc, c'est prévu dans le PHRIP, ce sont des paramédicaux, en fait, qui animent les groupes. On est 2. Ouais, moi, j'étais formée en thérapie ACT par Benjamin Schoendorf. Après, il y a le docteur Ducasse qui a fait venir une équipe de Genève qui nous a formés il y a quelques années sur la TCD. Donc oui, on a des vraies formations quand même. Mais maintenant, on forme par contre nos collègues nous-mêmes. D'ailleurs, alors concrètement, pour la transférabilité, est-ce que justement la question de la formation, parce que tout le monde ne prend pas en charge des patients borderline qui vont bénéficier d'autant de spécialités et de compétences. Est-ce qu'après, sur la formation des infirmières, c'est long, compliqué, cher ? Non, alors nous, en fait, après, le docteur Ducasse et moi, on fait partie encore d'un institut, on fait de la formation aussi. Les formations, elles durent 3-4 jours sur ces thérapies-là. Maintenant, par contre, le truc, c'est que vous voyez qu'il y a vraiment la méditation de pleine conscience de base. Ouais. Donc, si on tombe sur des gens qui connaissent pas ça, qui appliquent pas ça dans leur vie, c'est compliqué en 3-4 jours de rentrer là-dedans et même, c'est pas souhaitable. Donc, je dirais, en 1, ça doit être quand même des gens qui ont compris vraiment ce qu'est la mindfulness,
l'appliquent pour eux, ce qui peut aussi faire finalement l'objet de 2-3 jours de formation. Et puis, quelques temps après, aller plus loin en proposant des formations ACT, TCD ou SIAD. D'accord. Merci. Alors du coup, pour terminer cette question-là, du coup, en tant qu'infirmier thérapeute, vous avez une autre forme de rémunération que... Ah non, par contre non. Non, je suis à plein temps infirmière thérapeute, mais non. On est... Non, non. La deuxième question, quels sont vos liens avec les équipes de secteur qui prennent en charge dans la continuité ces personnes-là, Ouais. avant, pendant, après? Ouais, d'accord. Donc nous, on est un hôpital de jour pour répondre carrément. Donc on fait déjà partie de ces hôpitaux qui n'accueillent les gens que pour de la thérapie. Et dans le trouble de personnalité borderline, du coup, on est l'hôpital de jour où elles viennent. On peut leur proposer aussi, après, il y a du yoga, il y a de la randonnée, il y a d'autres activités. Mais du coup, tout se fait dans notre structure à nous, en fait. Ouais, on est du coup transsectoriel, je sais pas comment ça s'appelle, on est trouble de l'humeur, en fait. C'est hors secteur. Ouais, on est trouble de l'humeur. Donc, normalement, la logique serait qu'on ait tous les patients souffrant de troubles de l'humeur, mais il y a aussi bipolaire, dépressif. Et Bernard. Alors, se décharge complètement non, parce qu'il y a des patients pour qui ça suffira pas quand même. Donc, ça veut dire qu'on est toujours, on appelle ça en add-on. Ça veut dire en plus, toujours. Toutes ces thérapies sont en add-on. On le fait en plus du traitement habituel, puisque ça va être juste 6 mois. On ne va pas les suivre après. Donc, si elles ont besoin d'autre chose, en fait, en parallèle, elles ont continué leur suivi. Vos liens avec le secteur, vos liens avec le psychiatre qui connaît, avec les infirmiers de secteur qui suivent, vous avez des liens? Oui, on a des liens. Alors, pas quelque chose de très officiel, on va dire. C'est pas posé à tel et tel moment. Mais par contre, clairement des liens. C'est-à-dire qu'eux nous contactent, on les contacte en fonction de ce qui se passe complètement. Une dernière question? Mais si les habilités psychosociales sont généralisées, préconisées par l'ARS, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer effectivement que ce programme, s'il est efficace, puisque ça représente 20% des personnes hospitalisées, de le généraliser tout simplement en France, quoi? Ce serait super. Parce que là, c'est d'ordre confidentiel, du coup. Pour l'instant, ouais. Du coup, on a un petit peu le livre qui était vraiment... Là, je peux vous dire qu'en tant qu'auteur, on touche vraiment... C'était pas l'idée de se faire des sous avec le livre, mais vraiment... Parce qu'on a énormément de demandes. On a des gens qui viennent, après, de très loin en France, qui pendant 6 mois vivent sur Montpellier, faire la thérapie. Il y a des gens qui sont venus de Saint-Étienne, aller-retour 1 fois par semaine. J'ai d'autres villes en France. Donc, du coup, ça, on se dit, c'est quand même pas super. Donc, vraiment, l'idée, c'est que le PHRIP puisse débloquer des moyens. Et franchement, je pense que quelques jours de formation suffisent. Vraiment, je le pense. Ce serait bien. Merci beaucoup, Véronique. Avec Bravo. plaisir.